Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On va laisser la salle d'attente se vider au profit de la salle de conférence. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous confirmer que vous nous entendez? Ça, c'est toujours quand même un petit point rassurant. Voilà, en effet. Ok, eh ben alors donc c'est parti. Merci. Merci à vous d'être là et d'être là à l'heure. Donc, comme on n'a que 45 minutes, je propose que on tienne notre timing et qu'on démarre. Et puis ceux qui arriveront un petit peu en retard, on les accueillera bien volontiers. Mais ils ne le seront pas puisque je viens de le dire maintenant et qu'ils arriveront comme un cheveu sur la soupe. Voilà, donc on démarre aujourd'hui cette troisième conférence d'un cycle de conférences sur un thème qui nous passionne, Paul et moi, qui est comment est-ce qu'on s'occupe de l'énergie des équipes. Et Dieu sait en ce moment, elles en ont besoin, les équipes, qu'on s'occupe d'elles, hein, parce qu'elles sont soumises, comme tout le temps, à tous les enjeux des entreprises et en plus à des enjeux du collectif, le collectif étant bien plus fort et bien plus vaste que l'équipe, euh, qui nous appelle à imaginer des façons de faire complètement différentes. On avait parlé donc d'un certain nombre de sujets qui étaient liés à des douleurs du moment, des managers d'équipe dans les deux premières conférences. Dans cette troisième conférence, on voudrait vraiment se centrer sur la thématique de l'énergie et du coup, comment est-ce qu'on mesure l'énergie? Comment est-ce que finalement on pourrait comprendre comment fonctionne notre équipe et comment est-ce qu'on pourrait poser un diagnostic d'énergie d'équipe? Voilà un petit peu le sujet qui va nous occuper sur cette conférence et la prochaine, puisqu'en fait, on va s'étaler sur deux conférences pour aborder ce vaste sujet. Et du coup, je fais une petite intro, puis ensuite, on vous posera une question. Ce sera à vous de jouer, ça nous intéresse de savoir ce que vous êtes venu chercher à comprendre. Alors, d'abord, je crois bien, il y a deux gros mots pour nous et notre approche de coach. Il y a deux gros mots dans cette conférence, c'est comprendre et diagnostic. Comprendre, hein, c'est prendre avec. Donc, par définition, c'est ce qu'on ne fait surtout pas quand on est coach. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut surtout pas non plus le faire quand on est manager, sauf dans certaines conditions. Mais dans ce mot de comprendre, il y a vraiment cette notion de prendre, en fait. Hein, donc, de quel droit est-ce que j'irais prendre quelque chose qui est chez l'autre? Et en même temps, on verra que parfois, ça peut quand même avoir un petit peu d'utilité. Et puis le mot de diagnostic, pourquoi est-ce que c'est un gros mot dans le langage de coach? Parce qu'en fait, c'est très passif, un diagnostic. Un diagnostic, c'est une photo qu'on fait à un moment donné, mais la photo ne nous dit en rien ce qu'il va falloir qu'on fasse. Et puis surtout, elle ne nous dit rien de ce qu'était la photo quelques instants avant, et puis de qu'est-ce que ça sera quelques instants après. Voilà. Mais bon, de temps en temps, les promos, ça fait du bien. Donc, on va s'autoriser à les prononcer aujourd'hui. Ça va nous changer parce qu'il y a alors, j'avais fait un petit post de retour d'été dans lequel je racontais mon anecdote là, de voiture qui était tombée en panne, la voiture de mon fiston. Et effectivement, j'ai vu le mécano dans un village. Alors, il n'avait pas un truc aussi sophistiqué que ça. Ce n'était pas un ordinateur, mais c'était un smartphone. Et ça lui a dit en quelques secondes quelle était la panne et ce qu'il fallait réparer. Et moi, j'étais bien content qu'il ait compris ça et que le diagnostic se soit fait rapidement parce que ça permettait très rapidement de commander la pièce, de la changer et donc du coup de repartir en vacances. Donc parfois, c'est effectivement pas mal de comprendre ce qui se passe dans le moteur du réacteur, dans le moteur de l'équipe et dans la dynamique de l'équipe, surtout quand elle peut être éventuellement cassée, cette dynamique. Alors, il y a deux choses qui pourraient être intéressantes, précieuses de comprendre quand on parle de et donc, on va traiter de la première dans cette première conférence, on traitera de la deuxième dans la deuxième conférence qui a lieu, je crois, le 7 octobre. Et je commence par ça. Ce qu'on peut chercher à comprendre, c'est les modes de fonctionnement de l'équipe, c'est-à-dire faire finalement un diagnostic de tout ce qui fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas à l'intérieur de l'équipe. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que faisait le monsieur avec son ordinateur sur le moteur. Ça scanne, j'imagine, tous les organes vitaux du moteur de la voiture et puis ça dit où est-ce que ça passe bien, où est-ce que ça passe pas bien, un peu comme le courant qui passe ou qui passe pas. Et donc, c'est ce que font tous les bons techniciens quand quelque chose tombe en panne, ils vont aller regarder. Alors, on peut avoir plusieurs approches, hein. On peut se centrer sur ce qui ne fonctionne pas, ça fait gagner du temps. Et ça peut être très intéressant aussi de regarder ce qui fonctionne bien. Et donc, nous avons mis au point un outil qui, a priori, comme ça,
est bête comme chou, hein, mais qu'on appelle la réunion de fonctionnement d'équipe, hein, le bilan de fonctionnement d'équipe, et qui est pourtant un des outils les plus puissants du coaching d'équipe parce que aujourd'hui, on ne tombe plus en panne de voiture. Aujourd'hui, on va voir son garagiste une fois par an ou une fois tous les 6 mois. On fait de la prévention et on ne fait plus du curatif. Parce que c'est bien plus efficace de prendre soin de la voiture et de réviser le moteur de la voiture avant qu'il tombe en panne. Parce que malgré tout, quand il est tombé en panne, c'est du stress, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est peut-être des conséquences assez graves. Et nous, dans notre métier, on constate que souvent les gens, nos nouveaux clients, nous appellent parce que le moteur est cassé et qui nous appellent pour réparer le moteur de la dynamique d'équipe. Alors que nos clients fidèles, eux qui nous connaissent bien, nous appellent en prévention. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous appellent pas simplement quand le moteur est cassé, mais ils nous appellent aussi régulièrement, comme tout bon coach d'équipe sportive, hein, qui ne va pas intervenir que quand il y a des bagarres sur le terrain de foot. Hein. Le coach, il va s'occuper de l'équipe tout au long de l'année. Et ben nous, c'est pareil. En coaching d'équipe, ou encore plus fort, en management d'équipe, hein, pour vous qui, certains, et la plupart doivent être managers, eh bien, c'est pas mal de s'occuper de l'équipe en prévention. Voilà, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est peut-être un peu plus subtil, pas toujours facile à appréhender d'ailleurs, mais c'est une notion de signature collective de l'équipe. Et ça aussi, ça peut être intéressant de la comprendre. La signature, c'est un peu, vous savez, quand vous signez, vous donnez quelque chose de vous. Hein, vous devez tous vous rappeler la première fois où on vous a demandé de signer, quand vous étiez gamin, vous n'avez pas de signature. Et du coup, vous en griffonnez une, n'importe laquelle. Et puis après, on cherche sa signature. Et dans sa signature, il y a le reflet un petit peu de qui nous sommes, même s'il y a beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que ça, hein, notamment dans une empreinte. Mais en tout cas, dans une signature, non, peut-être que c'est justement là qu'il y a le. Excusez-moi, je le dis un peu à l'envers, mais dans une signature, il y a peut-être vraiment la représentation peut-être même du type de personne ou de personnalité que je suis. Voilà. Alors après, certains ont peut-être la même signature depuis qu'ils sont tout petits et se sont pas posé cette question-là. Mais c'est intéressant d'aller regarder quelles sont les signatures individuelles, mais aussi quelle est la signature collective de l'équipe. D'ailleurs, on fait des tests on fait tous des tests de personnalité, de MBTI, Enneagramme, Processcom, mais assez peu de tests sur quelle est la signature de mon équipe. Voilà. Et ben, du coup, c'est un peu de ça qu'on va vous parler aujourd'hui dans cette première conférence sur le sujet. Alors, on va vous donner la parole dans le chat et vous poser cette question en prenant le temps. Hein, c'est-à-dire, voilà, on va regarder un petit peu parce qu'on voudrait que dans cette conférence, à la différence des deux premières, il y ait un meilleur équilibre de temps de parole entre nous qui sommes très bavards et passionnés de notre sujet et vous qui venez parce que probablement vous avez de l'intérêt, de la curiosité, mais peut-être aussi des questions à aborder. Donc, on aimerait que vous nous disiez dans le chat ce que vous avez envie de comprendre et comprendre ce que vous avez envie de comprendre avant de rentrer dans le sujet. De manière à ce qu'on puisse, dans la dernière partie, répondre de manière un petit peu plus personnalisée à vos questions. Voilà, comme dit Paul, c'est à vous de parler maintenant. Ah, il faut le temps de réfléchir. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le chat, c'est la partie à droite de votre écran sur lequel vous pouvez lire des messages ou écrire des messages en tapant dans un petit champ qui est en bas à droite. Ok, développer l'engagement des équipiers, très bien. C'est vrai que c'est pas toujours évident, surtout en cette période de rentrée. Les gens ont passé des vacances agréables et puis là, il faut s'y remettre. Et puis, on est passé à côté d'une crise économique qui nous pendait au nez avec le confinement, parce que l'économie est sous poumon artificiel. Et puis, on s'inquiète un petit peu. Hein. Moi, je discutais avec mon commerçant qui vend du bio chez Biocoop à côté de moi, qui me dit qu'il a perdu 25% de son chiffre d'affaires depuis le confinement. Et voilà. Donc, et évidemment, il y aura des conséquences. Et donc, le moral dans la distribution, dans le retail de bricolage, ils ont fait une super année pendant le confinement, évidemment. Et puis alors là, ça baisse sérieusement. Et donc, c'est dur de reprendre la rentrée, sachant qu'on n'est pas aux objectifs.
Voilà. Alors, Comment Nathalie, je lis toutes vos notes. Comment le tout sur le long terme? Je pense qu'il doit manquer un mot, Nathalie, dans votre question. Sinon, je ne la comprends pas. Sentiment de réussite collective, cohésion, Ouais. redynamiser, remotiver. Comment faire fonctionner ensemble les énergies individuelles? Intéressant, ça. Télétravail versus le présentiel, ça c'est chaud parce que les gens n'ont plus tellement envie de revenir au bureau. Et maintenant qu'on est tous au bureau, normalement, on devrait pouvoir faire nos réunions en présentiel, parce qu'il y en a la moitié qui est en télétravail. Donc finalement, on fait quand même les réunions à distance. Et c'est vrai que ça change fondamentalement la dynamique d'équipe, ça. Ouais. Ça passe par beaucoup de Ouais. questions Comment de... arriver à dynamiser, à engager sur le long terme. Ouais. Ça passe par des notions, enfin le télétravail est une vraie question passionnante qu'on avait traitée dans une autre série de conférences qui montre qu'en fait il va y avoir une vraie nécessité de le prendre de manière globale dans les entreprises pour éviter que chacun prenne le télétravail quand il veut. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est absolument garder des temps collectifs. Il y a des choses qui se traitent très bien sur l'intelligence collective à distance. On l'a expérimenté pendant le Covid. Et tout à l'heure, on présentera le modèle terre-eau-air-feu. On verra que faire de la terre à distance, faire de l'air à distance, on y arrive, faire du feu à distance, on y arrive, faire de l'eau à distance, on a plus de mal, puisque l'eau, c'est la marque de la cohésion, justement, et vous êtes nombreux à poser des questions comme ça, sentiment d'appartenance, parce qu'effectivement, il y a besoin, à un moment donné, de transpirer ensemble pour aborder les questions plus intimes, les questions plus intimes du collectif. Voilà. Bon, donc on a pas mal de thématiques qui vont nous permettre de travailler ça pendant que l'un et l'autre ne présentera pas. Et on gardera un moment donc à la fin pour essayer de répondre un petit peu plus précisément à ces questions que vous posez. Il y en a très nombreuses. Du coup, c'est la difficulté de l'exercice, c'est de pouvoir y répondre à toutes. Sachant que ce qu'on vous proposera, c'est pour tous ceux que ça intéresse, de nous laisser le numéro sur lequel on pourrait vous appeler pour poursuivre ça en individuel sur un entretien de coaching de 30 minutes qui permettra là, du coup d'être complètement centré sur votre problématique au-delà de la question que vous posez, qui évidemment est très générique. Voilà. Alors, je reviens sur mon histoire de signature d'équipe et avec un peu d'expérience parce que avec Paul, ça fait des années qu'on se pose cette question. Est-ce que ça existe d'abord? On se pose vraiment et on n'a pas complètement répondu à la question d'ailleurs. Hein. Est-ce que ça existe? Alors, nous, on pense intuitivement que oui, ça existe, une signature collective. Et en même temps, c'est très, très différent de ce qu'on pourrait appeler une signature individuelle. Donc, d'abord, la première considération que je vous propose d'avoir, c'est que la signature collective, hein, c'est une sorte de, ce que nous on observe, hein, c'est une sorte de façon dont l'équipe pourrait réagir de façon spontanée face à tout ce qui se présente à elle, un peu comme le porc épic, là, il sent qu'il va se prendre un coup de griffe, du coup, plaf, il se met en mode défense et c'est un espèce de réflexe. Et donc, il y a des équipes avec lesquelles on travaille et où on détecte chez ces équipes-là une sorte de façon spontanée de réagir. Et si j'ai choisi cette photo-là dans le slide d'avant, c'est pas par hasard, c'est que ce banc de poissons-là qui se met en boule, ce sont des formes d'intelligence collective de la nature absolument extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a dans la nature un certain nombre d'archétypes de protection, soit pour voyager longtemps sans se fatiguer, soit pour se protéger d'un prédateur, soit pour protéger les petits, enfin, et qui se mettent en place d'une manière où les scientifiques n'arrivent même pas à comprendre comment l'information de on se met en banc de poisson rond comme ce comme-là peut arriver à passer. Donc il y a probablement des formes un peu archétypes qui viennent surdéterminer les signatures individuelles et qui font que parfois l'équipe ne sait même pas pourquoi elle réagit comme ça, mais elle a réagi comme ça. On peut retrouver des effets comme ça dans les cultures nationales, par exemple. Les Français sont ceci, cela. Les Suisses sont ceci, cela. Alors évidemment, quand on entend dire des trucs comme ça, on dit, mais moi qui suis français, je ne suis pas ça. Je ne suis vraiment pas ça. Et pour autant, force est de constater que quand on regarde ça à une échelle beaucoup plus macro, il y a probablement une partie de moi-même dans cette culture nationale, ou plutôt, enfin, et les deux, et une partie de la culture nationale dans moi-même, puisque c'est la culture dans laquelle j'ai grandi. Voilà. Donc ça, c'est la première considération à essayer d'avoir, c'est bien de se dire que il y a quelque chose d'un peu spontané. La deuxième chose importante à se dire, hein, c'est un peu comme la règle des signes à l'école, c'est que la signature collective, elle a souvent pas grand-chose à voir
avec la somme ou le produit des signatures individuelles. Alors, le fameux 1 plus 1 égale 3, tout ça c'est bien gentil, ce sont des équations et nous on le vérifie souvent, mais là on parle de signature. Et donc, je voyais que passer dans les commentaires que j'ai lus à toute vitesse qu'il fallait essayer de mettre en place les énergies individuelles au sein du collectif. Et on sait très bien que la signature collective n'est pas la réponse à ça. C'est-à-dire que tous les grands entraîneurs d'équipes sportives savent, par exemple, qu'il va falloir, au sein de l'énergie collective, maintenir un travail sur les énergies individuelles. C'est-à-dire s'occuper de l'énergie collective, s'occuper de la signature collective, ne suffit pas. Il faudra toujours s'occuper de chacun des membres de l'équation et donc de l'équipe, parce que finalement, plus fois plus, fois plus, fois plus, fois plus, fois plus, ça fait toujours plus, mais il suffit d'un moins pour que le produit passe en négatif. Ça, on s'en rappelle quand on faisait des maths à l'école. Et c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il ne s'agirait pas de dire, on va le voir tout à l'heure, oh, bah, il y a beaucoup d'éléments de terre dans mon équipe, donc forcément la signature collective sera terre. Si dans ce sens-là encore, il y a des chances que ça puisse à peu près marcher. Mais s'il y a de la terre, de l'eau, de l'air et du feu, s'il y a beaucoup de terre et pas beaucoup d'air, c'est pour autant peut-être que l'élément déterminant sera l'air, malgré le fait qu'il y a beaucoup de représentants d'air. Donc, c'est l'expérience qui nous fait dire ça, c'est pas scientifique, mais en tout cas, voilà, on a fait ce constat-là. Et en tout cas, surtout, ce qu'on vous encourage à faire, c'est de ne pas tomber dans des raccourcis en imaginant que le fait de regarder les signatures individuelles ou les profils individuels vous permettrait d'avoir la signature collective. Et la troisième considération, c'est que, comme tout ce qui est systémique d'ailleurs, une signature va être très sensible aux variations de signature individuelle qui la composent. C'est-à-dire, en gros, vous avez ici là, votre atome d'uranium qui est parfaitement stable, composé de neutrons, de protons, d'électrons, tout ça. Et puis, vous avez un neutron qui arrive de l'extérieur, et on sait bien qu'il va y avoir plusieurs façons pour l'atome de réagir. Soit il va absorber, soit il va rejeter, soit il va changer, se transformer et éventuellement exploser. Donc, l'arrivée d'une signature différente au sein d'une équipe qui est parfaitement stable peut provoquer ces différents phénomènes. Donc, d'absorption, c'est par exemple une équipe très feu. Vous avez quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'eau. Et ben, le fait de rentrer dans une équipe feu, il va lui aussi évoluer vers une signature peut-être un petit peu plus feu. Et ça serait l'intégration, l'absorption. Ce qui fait que du coup, la signature collective ne tire pas vraiment richesse de cette personne un peu différente qui est venue la rejoindre. Il peut y avoir un rejet, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un espèce de bloc, et puis il va y avoir deux sous-équipes, l'équipe des anciens puis l'équipe du nouveau, ou des nouveaux, et donc un espèce de rejet de la culture un peu différente, de la signature un peu différente. Ou alors, ça peut tellement bousculer que ça va exploser et que la signature va changer. Voilà, donc tout ça doit vous paraître assez évident, mais c'est important quand on fait des diagnostics de réfléchir à ces phénomènes-là, et on verra dans un exemple tout à l'heure, effectivement, comment l'arrivée de deux personnes dans une équipe constituée depuis très longtemps est venue perturber, frotter fortement la signature collective d'une équipe. Voilà, je vais passer la parole à Paul, dès que tu as fini. Oui, je voudrais dire à ce propos, vous connaissez peut-être une série télévisée qui s'appelait Papy Bollington. C'était pendant la guerre du Japon, je crois, les Américains, c'est une bande de têtes brûlées, donc des pilotes d'avions de chasse qui sont sur une île avec un patron qui est un commandant ou un capitaine qui est lui aussi une tête brûlée. Et ces types-là sont mal rasés, ils n'ont pas la bonne chemise, ils n'ont jamais les bons uniformes, ils sont impertinents, ils sont rebelles, ils en font qu'à leur tête, etc. Mais c'est une, comment dire, oui, c'est ça, c'est Robert Conrad, qui était l'acteur clé de cette série. Mais c'est vraiment la garnison, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin l'équipe d'élite. Et alors, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une bande de soldats qui attendent leur solde et qui ont dit balaye dans la cour et puis le balaye d'un côté puis balaye de l'autre, mais à aucun moment ils ramassent les feuilles? Ou est-ce qu'on veut un commando? Et si on veut un commando, des guerriers, des gens qui, alors excusez-moi pour la comparaison guerrière, hein, mais je pensais à cette série télévisée, si on veut des gens qui se dépassent eux-mêmes au profit de l'objectif, qui sont capables de se sacrifier pour la dynamique collective, là c'est un commando qu'on veut. Et dans ce cas-là, on accepte que sur la forme, ils soient différenciés les uns des autres. Par contre, sur le fond, il faut qu'ils partagent évidemment une communauté d'objectifs, une communauté de valeurs. Et donc, il ne faut pas chercher à uniformiser les comportements. Il faut unifier l'état d'esprit.
Voilà. Alors, je vais, après ce propos, je vais rapidement présenter les quatre énergies sur lesquelles est adossé le modèle dont Franck vous a parlé. Première chose, c'est la Terre. La Terre, vous savez ce que c'est que la Terre, vous en avez tous vu, vous avez les pieds dessus. La Terre, c'est le concret, c'est les cailloux, c'est la poussière, c'est le sable, etc. Et finalement, c'est ce qui nous supporte, c'est ce qui supporte notre corps. Dans notre corps, la terre, c'est nos os. C'est le concret. Si vous prenez un verre d'eau, la terre, c'est le verre. Voilà. Et c'est ça qui contient l'eau, c'est ça qui soutient, c'est ça qui structure. Donc, dans le management, c'est la terre, c'est le cadre, c'est la méthode, c'est la structure, c'est les engagements que l'on a pris, c'est les objectifs qui servent de contrat, donc de morale entre les collaborateurs et de point de repère à la dynamique d'équipe. Ensuite, il y a l'eau. Vous savez ce que c'est que l'eau? L'eau, c'est liquide, évidemment. Et finalement, c'est ce qui permet de faire la sauce, donc de relier dans un même bain les différents arômes quand on fait la cuisine. Ça relie, alors ça nettoie aussi, ça facilite, ça crée du lien. Et dans l'équipe, dans le management, la symbolique de l'eau, c'est celle de la relation, c'est celle de la cohésion, c'est celle aussi des émotions, donc de l'empathie. Et donc, il faut voir euh, comment travailler ce lien entre les personnes, ce lien subtil qui est fluide comme l'eau et délicat et, comment dire, capricieux comme peut l'être l'eau. Voilà. La Terre, c'est carré. C'est blanc ou c'est noir. Ah ben, l'eau, c'est noir et blanc et ni l'un ni l'autre. C'est comme ça, l'eau. C'est capricieux, c'est dans la séduction, c'est dans le jeu. Donc, la cohésion de l'équipe, c'est quelque chose de subtil qui va et qui vient. À une petite nuance près, vous avez une cohésion excellente ou très mauvaise. Vous démarrez votre réunion du bon pied, la même très bonne équipe va faire une très bonne réunion. Si vous l'avez mal démarré, ça peut être une très mauvaise réunion qui va avoir un impact sur le climat de toute la semaine. Donc c'est délicat la cohésion. L'eau, c'est une énergie qui est, qui est subtile. Alors l'air, c'est ce qu'on respire, bien sûr. L'air, c'est ce qui nous inspire, donc. C'est ce que nous inspirons, mais c'est ce qui nous inspire. Donc ça signe la créativité, ça signe l'inspiration. Donc ce qui nous relie et qui nous donne de l'enthousiasme, c'est l'idéal qui nous anime et qui nous met en mouvement. Voilà, c'est ça. C'est aussi le sens de la synthèse, le sens des grandes lignes, la vision macro, la big picture, comme on dit. Ceux qui voient le village tout petit d'en haut, ce sont les oiseaux. Donc l'énergie de l'air est ce qui permet finalement par le mental, par les idées, de prendre de la hauteur, de prendre du recul et de voir finalement quels sont les enjeux. Et on arrive tout naturellement à l'énergie du feu. Le feu, on en a tous vu, on fait la cuisine avec, mais heureusement, il y en a dans le ciel sous forme du soleil. Le soleil nous réchauffe, le soleil nous éclaire. Eh bien, la symbolique du feu, c'est ce qui fait mûrir. Et ce qui fait mûrir, finalement, le feu est centré sur la finalité des choses, c'est-à-dire le résultat. Donc, le feu, c'est pour finir, une fois qu'on a pris un contrat, on a pris des engagements contractuels, qu'on a créé une bonne relation au sein de l'équipe, qu'on a des idées, qu'on est enthousiasmé, qu'on est fédéré par une même vision qui, qui nous permet de nous concerter et de nous coordonner, eh bien, il faut s'engager dans une mise en œuvre de décisions qui nous amènent à poser des actes vers les résultats. Voilà, c'est intense le feu, en effet, comme dit Nathalie. C'est intéressant que vous puissiez vous interroger sur votre signature à vous. Est-ce que vous êtes plutôt terre, air ou feu? Et votre équipe, est-ce qu'elle est plus dans l'une de ces énergies ou dans deux de ces énergies? Des fois, évidemment, on a tous les quatre, mais pas dans la même proportion. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelles sont les énergies dominantes. Vous avez des métiers comme le contrôle de gestion, qui est vachement, ou la qualité, qui est vachement dans la procédure. Bon, ben, ce sont des métiers de terre. Ce n'est pas pour autant que dans les métiers de terre, toutes les équipes sont de terre. Évidemment, ils sont marqués par leur métier, ils ont des manières de travailler, des techniques et une culture professionnelle, mais vous avez des équipes de contrôleurs de gestion qui sont très centrées sur le résultat, d'autres qui sont très créatives et très inspirées, d'autres qui sont beaucoup dans la relation avec le client et beaucoup dans la relation entre eux, très cohésifs. Voilà, donc ce n'est pas si simple que ça. Il faut prendre en considération la signature du métier,
la signature des individus, et puis l'espèce d'alchimie collective qui produit une empreinte collective qui va être surdéterminante sur les signatures individuelles. Quelqu'un qui est très centré, par exemple, sur la procédure, dans une équipe qui est très centrée sur allez, on y va, on réfléchit pas, on fonce, eh ben, il va devoir ronger son frein parce qu'il n'aura pas le temps d'exposer son problème et sa méthode que déjà tout le monde est parti et tout le monde l'attend sur la ligne d'arrivée. Donc il va s'aligner petit à petit sur l'énergie du feu et ce sera difficile pour des gens très terres de trouver leur place dans une culture très feu. Je prends cet exemple parce qu'il est grossier et il est extrême, mais voilà, ça illustre bien toute la délicatesse du sujet. Je crois que j'en ai fini, Franck. Mais on ne t'entend plus. J'avais coupé mon micro pour pas qu'on entende le bruit du clavier. Donc, je disais avant qu'on aille sur la dernière partie qui consiste justement à essayer de répondre aux questions que vous avez posées bien gentiment dans le chat. Je prends un exemple parce que souvent ça parle bien, un exemple vécu. Une mission juste avant le Covid, donc il y a 3 ans à peu près. Une équipe que j'accompagnais depuis à peu près deux bonnes années et qui vit une transformation puisque à un moment donné, changement de directeur général, ou plutôt arrivée d'un directeur général qui remplace 2 directeurs qui se divisaient les responsabilités de l'entreprise en 2. Et du coup, intéressé par l'histoire des signatures énergétiques d'équipe, le patron me demande de faire un diagnostic de la signature de son équipe, puisqu'il venait d'arriver. Et donc, j'ai trouvé que cet exemple était relativement intéressant pour illustrer, d'une part, à quoi ça sert, et puis d'autre part, certains propos, mais je n'arrive pas à descendre, ça y est, je n'arrivais pas à descendre sur le slide d'après. Donc, c'est une entreprise qui était dans le tertiaire, qui avait des résultats solides depuis longtemps, 150 ans d'existence, hein, donc c'est une vieille entreprise. Et en même temps, c'est une entreprise qui est très cloisonnée, avec 2 patrons, donc qui se séparaient les fonctions opérationnelles et les fonctions régaliennes, ou plutôt support, et qui ne s'entendaient pas du tout. Donc, évidemment, vous vous doutez bien que la culture, elle était un petit redescendue partout dans l'entreprise. Et donc, les actionnaires familiales, décident de recruter, puisque ces 2 gars-là, qui avaient exactement le même âge, prennent leur retraite exactement le même mois, comme toute personne qui ne s'entendent pas et qui en fait s'entendent super bien dans leur mésentente. Ils recrutent un nouveau DG qui est chargé de moderniser l'entreprise et surtout de la réveiller un peu parce qu'ils ont bien l'impression, ces actionnaires, qu'ils ont un super concept dans les mains et qu'il suffirait peut-être de le réveiller un peu pour le développer de manière très sérieuse. Voilà. Et donc, le diagnostic, en fait, montre que la signature de ce comité de direction est très terre et feu. Essentiellement terre, d'ailleurs. Et c'est marrant parce que ça venait même dans les produits sur lesquels ils travaillaient, puisque c'était des produits qui étaient en lien avec la terre. Donc, il y avait une sorte de cohérence très forte entre les produits que cette entreprise fabriquait et vendait et la signature de l'équipe et la signature qui était donc… alors, comment est-ce qu'on peut poser ce diagnostic? Eh bien, parce que c'est une entreprise où on respecte et où on valorise l'expertise des individus. C'était des mots qui revenaient très souvent. Ah ouais, tout le monde ici est compétent. Et puis lui, on l'aime pas beaucoup, mais il est super compétent. Donc, en fait, c'est un peu comme si la valeur compétence ou expertise surdéterminait un petit peu toutes les autres. Le travail, la notion de travail était extrêmement reconnue, c'est-à-dire finalement presque plus que les résultats, qui étaient quand même importants, le fait de travailler était un facteur de réussite personnelle au sein de l'entreprise. On respectait beaucoup le concret, le tangible, les exemples. Par exemple, présenter Terre, Eau, Air, Feu, ils ont beaucoup aimé, mais ils ont beaucoup aimé à partir du moment où j'ai pu leur illustrer ça avec des exemples hyper concrets. Tant que ça restait abstrait, c'était pour eux totalement fumeux et suspect. Voilà. Donc, on a vraiment besoin dans cette boîte de concret, de tangible, on a besoin que les choses soient prouvées. C'est-à-dire, les réussites, elles nous intéressent, mais elles intéressent à condition qu'elles soient bien prouvées. C'est-à-dire, c'est évidemment pas du tout des réussites d'esbrouf, ce sont des réussites où on te demande de sortir tes résultats, tes chiffres, tes indicateurs, etc. etc. Et puis l'engagement et la force, qui sont des valeurs plutôt de feu. Enfin, encore que la force, on pourrait discuter, c'est même plutôt de la terre encore, hein, c'est vraiment le côté costaud, solide, sur lequel on peut s'appuyer. Mais malgré tout, des valeurs d'engagement
qui montraient que c'était des gens qui étaient là pour que l'entreprise réussisse, perdure et se développe. Et donc, il y avait quand même une dose de feu raisonnable et intéressante dans cette équipe comité de direction. Voilà. Et puis, par contre, très, 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 très peu d'éléments qui nous permettaient de poser des éléments de signature liés à l'eau et à l'air. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent. Quand on travaille sur les signatures d'équipe, assez souvent, on trouve une dominante et une auxiliaire. Alors d'ailleurs, comme dans pas mal de modèles, hein, quand on est en MBTI, c'est un peu pareil. On a une dominante et une auxiliaire. Enfin, et puis en ProcessCom, c'est un peu... Enfin, c'est abordé d'une manière très différente dans le ProcessCom. Mais souvent, on voit ça. Et chez nous, souvent, on constate que les équipes, elles ont une couleur ou une signature dominante et puis une signature. Alors après, tous les cas de figure existent. Hein. Il y a des équipes avec lesquelles on n'arrive absolument pas à déterminer quelle est leur signature parce qu'ils ont de tout réellement. Ou alors au contraire, ils sont tellement marqués de l'un des 4 éléments que il n'y a pas de doute. Par exemple, il y a des équipes qui sont vraiment dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Alors évidemment, elles ont un peu de terre, un peu de feu, un peu d'air, mais il n'y a pas de doute possible. C'est des équipes très marquées par l'eau et très signées de l'eau. Et une fois de plus, sans que pour autant chacun de ces membres soit signé que de l'eau ou uniquement de l'eau. Et puis, donc, une fois qu'on a fait ça, alors effectivement, peu d'éléments d'eau, peu d'eau dans ce CODIR, fonctionnement en silo, cloisonné, manque de fun, beaucoup de critiques. Et les critiques, elles se font beaucoup dans le dos. En fait, elles se font assez peu, il y a peu de maturité, de confrontation à partager les choses. Et donc, voilà, pas de maturité de la cohésion, en fait, et peut-être même pas de besoin exprimé collectivement, en tout cas, parce qu'individuellement, il y a des gens qui étaient vraiment en souffrance par rapport à ça, mais pas de besoin exprimé que la signature de l'équipe soit plus dans l'eau. Et puis, pas d'air non plus, puisqu'on fait comme on a toujours fait, après tout, ça marche. Ça fait 150 ans que ça marche, qu'est-ce qu'on irait s'amuser à inventer quelque chose d'autre. Et donc, du coup, toutes les initiatives les plus intéressantes soient-elles à l'intérieur de l'équipe, elles étaient rejetées à l'extérieur, un peu comme dans l'exemple que je prenais, parce qu'effectivement, il y a cette espèce de sentiment collectif que le modèle de réussite de l'entreprise, on le connaît bien et qu'il n'y a aucune raison de le changer. Voilà, les créatifs, c'est des farfelus, et on regarde assez peu les évolutions, c'est-à-dire qu'on regarde assez peu ce qui se passe chez les concurrents, ou dans les métiers connexes moi j'ai une phrase qui me parlait toujours quand j'étais dirigeant, j'avais un vieux dirigeant qui m'avait dit « pose-toi toujours la question de qui va te manger ». Et c'est vrai qu'il y a toujours cette notion d'évolution, d'adaptation, d'agilité, de rapidité qui fait que la concurrence peut venir d'un endroit où on ne l'imaginait pas du tout, au travers d'une politique de service, de délocalisation, de digitalisation, enfin tout ce qu'on connaît. Et donc c'est important. Et tout ce qui venait de l'air était remis à l'extérieur, puisque l'entreprise était très sûre d'avoir le bon modèle de réussite, donc très ancré dans la terre, très enraciné. Alors, vous allez me dire, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit et qu'est-ce qu'on fait? J'ai un problème, moi, avec le slider qui n'arrive pas à passer tout seul. Donc, je ne sais plus sur quel slide je suis. Merci, Paul. Donc, voilà. Et donc, vous voyez cette culture historique et en face, un DG qui a envie de décloisonner. Ouh là là, il décloisonne, donc du coup, est-ce qu'il est en train de vouloir empiéter sur mes prérogatives? Il parle futur et modernité. Ouh là là, et ma zone de confort, moi qui ai toujours fait toujours de la même façon, moi qui ai toujours... et qui porte une ambition forte, et donc on appelle très rapidement Monsieur Toujours Plus, alors que cette boîte est très modeste, très humble, et qu'elle cherche à bien gagner sa vie, à se développer, mais qu'elle n'a pas du tout envie d'être la star numéro 1, celle qu'on va voir dans les pubs à la télé ou qui va aller faire tous les salons du monde. Voilà. Donc, ce DG, quand il arrive, avec son eau, son air et son feu, eh ben, il vient perturber fortement la culture historique de cette boîte qui était très centrée sur la terre et le feu. Ben, si tu peux... Ah mais si, ça y est, j'ai retrouvé mon slider, pardon. Et en même temps, il embauche un patron du marketing qui, lui, est marqué de l'air et du feu, donc hyper novateur, et qui veut aller très vite, et donc du coup qui est vécu comme étant très sec, très brûlant, très sûr de lui, et assez mal compatible avec ces cultures que j'ai évoquées. Donc on se retrouve avec ce constat lors du CODIR où on avait posé un petit peu tout ce travail sur la signature d'équipe, et eh bien là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur le sujet de la diversité, hein, comment est-ce qu'on fait? Eh ben, il faut déjà déclencher une prise de conscience. Et c'est là où le manager, ou le coach en l'occurrence, peut avoir un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir qu'à un moment donné, cette diversité de signatures individuelles au sein du collectif, il va falloir que l'ensemble du collectif
arrive à la visualiser comme étant une opportunité et non pas comme une menace. Parce qu'effectivement, s'il le voit comme une menace, eh bien, tous les pions vont devenir gris. Et tous les pions de couleur qui sont ici et qui viennent apporter un petit peu leur signature individuelle vont prendre la couleur de la signature collective. Et là, c'est perdu. C'est perdu parce que finalement, ce qu'ils devaient apporter ou ce qu'on avait été chercher chez eux va se faire absorber par la culture et par la signature collective. Donc, on a tout perdu. Mais ça, il faut le déclencher. C'est une prise de conscience qu'il faut déclencher. Donc là, ça s'était fait au travers d'un débat où on avait regardé notamment comment à partir du modèle, on pouvait chacun se positionner spontanément. Et surtout, c'est cette deuxième étape qui avait permis ça, c'est poser le constat des forces et des manques au niveau de l'ensemble du collectif et faire émerger en sous-groupe les avantages et les limites de chaque énergie. Il ne s'agirait pas non plus de dire que quelqu'un qui est marqué de l'air dans une équipe qui est très terre et feu, c'est la panacée universelle. Non, il va falloir aussi pouvoir lui passer les messages que son feu, son air teinté de feu, il est sec, il est brûlant, il est trop incisif, il est trop directif, et qu'il va falloir lui aussi qu'il comprenne que pour apporter des idées nouvelles qu'il était censé amener, il accepte de regarder cette culture qu'il ne comprend pas comme étant elle aussi une richesse. Et donc c'est vraiment dans cette phase-là du travail qu'on va pouvoir aller et en prenant le temps, hein, ça prend du temps, ça prend bien une demi-journée, hein, d'aller déclencher les prises de conscience qui vont faire qu'à un moment donné, les gens vont comprendre, parce qu'ils peuvent l'exprimer au travers des avantages, mais aussi au travers des limites, que chaque énergie individuelle va apporter quelque chose à l'énergie collective et va permettre de la faire évoluer. Et ensuite, eh ben, ça a permis aussi à chacun d'assumer sa signature, de permettre au groupe de faire des recommandations aux deux Holobrius qui viennent de rentrer, leur dire « et si tu étais un peu plus comme ci, un peu plus comme ça, et si tu venais un peu plus sur le terrain, et si tu venais nous écouter un peu plus, et si tu étais un peu plus dans le concret quand tu nous parles de tes idées, et si nous, on pouvait t'aider à rendre tes idées un peu plus concrètes ». C'est des choses comme ça qui ont permis en fait au DG et au directeur marketing, pas du tout au DRH, d'assumer davantage leur signature au sein du CODIR, puis de les faire travailler sur leur fonctionnement à partir de cette cartographie. Voilà un exemple hein, où on a utilisé la signature d'équipe, où on a regardé comment des signatures individuelles pouvaient non pas être absorbées par la signature collective, mais apporter une vraie richesse, et donc venir, tout en la respectant, faire évoluer positivement cette signature, cette culture d'entreprise qui existait là. Voilà. Ça, c'était pour le petit exemple qui venait illustrer. Il y en a un autre que j'ai décrit dans un article sur LinkedIn la semaine dernière. Puis évidemment, il y en aurait plein d'autres à raconter. Mais on s'était dit qu'on se gardait un moment à la fin, avant de vous proposer de nous laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse éventuellement poursuivre cette conversation-là en mode coaching sur la situation précise de votre équipe. Alors, vous avez deux possibilités pour ça. C'est soit vous cliquez sur le bouton prendre un rendez-vous ici en haut, le bouton rouge qui est en haut de votre écran, soit plus simplement nous laisser votre petit 06 dans le chat de manière à ce qu'on puisse prendre rendez-vous avec vous et passer une trentaine de minutes à regarder votre situation. Moi, je m'étais noté quelques points comme ça à la volée. Paul, est-ce que tu veux toi aussi réagir sur certaines questions qui nous ont été posées au début? Ton micro est coupé, Paul. Merci. Non. J'ai réagi au fur et à mesure dans le chat. D'accord. Donc, je t'en prie, vas-y. Alors moi, je vais pas les prendre dans l'ordre, mais j'ai vu une question sur comment on fait tout ça dans le long terme. D'ailleurs, je crois que c'était la question de Nathalie sur l'histoire du tout. Deux éléments de réponse. La première, pour le long terme, c'est, et ça on essaye de vraiment travailler avec les managers, c'est la question du rythme. Moi, j'adore la course à pied, j'en fais depuis 30 ans, c'est mon sport. Quand on s'entraîne, on varie le rythme. Pour deux raisons. La première, c'est que sinon on s'emmerde si on fait tout le temps le même type d'entraînement. Donc il y a une notion de plaisir à trouver au travers de l'entraînement. Et puis aussi parce que sinon on s'épuise. Et donc par exemple, on a en course à pied, moi je fais plutôt des très longues distances, on a ce qu'on appelle des footings de récupération. C'est-à-dire des footings très lents où on va faire 45 minutes, 1 heure de footing très lent parce que ça va permettre aux muscles de relâcher toutes les toxines en fait, qui se sont accumulées quand on a fait des efforts plus intenses. Eh bien, je pense que c'est important aussi que les managers réfléchissent à ces notions de rythme, à ces notions de récupération, à ces notions de sprint, à ces notions de rythme de la course effrénée. Et effectivement, c'est vrai que on a vu beaucoup, nous, dans les dernières années, des entreprises qui devenaient complètement folles, avec des rythmes, notamment dans le retail, par exemple dans le retail,
où en fait on faisait Noël, donc traditionnellement c'était une période très forte, et on crée des événements toute l'année pour faire du Noël toute l'année. Alors évidemment, on se dit que pour le business ça va être pas mal, pour flinguer la planète c'est pas mal aussi, mais surtout pour les équipes, ça les flingue totalement, parce qu'en fait on lève jamais plus le nez, et donc du coup on s'étonne après que les équipes elles soient plus stratégiques, elles aient plus d'idées, qu'elles soient plus novatrices, ou que les gens s'en aillent. Alors c'est pas les seules raisons pour lesquelles les gens s'en vont, hein, mais en tout cas c'est important. Donc première règle, travailler les rythmes collectifs et réfléchir à cette notion de rythme. Quand est-ce que je peux organiser des moments de récupération pour mon équipe? La deuxième chose, mais je l'ai dit au début et ce sera le thème de la prochaine conférence, c'est qu'il faut entretenir l'énergie de l'équipe. Ça s'entretient, c'est un capital. C'est probablement le premier capital de tous les managers. Sans un bon niveau d'énergie, j'ai vu beaucoup de questions sur la motivation, etc. Sans un bon niveau d'énergie, on ne peut pas faire grand-chose quand on est manager, ou alors on fait tout soi-même. Et c'est nous, en tant que manager, qui allons nous épuiser. Donc, c'est l'entretien. C'est régulièrement, nous, on conseille 3 à 4 fois par an, c'est prendre le temps d'un bilan de fonctionnement de l'équipe pour regarder ce qui va, pour regarder ce qui ne va pas, pour regarder les progrès qu'on a fait, pour regarder les progrès qu'on voudrait faire. Et prendre le soin, déconnecter de toute notion d'opérationnalité, de performance, de durabilité, de plan, d'action, de projet, prendre le soin de regarder comment le moteur va pouvoir tenir dans la durée. Parce que c'est ça, en fait, la question. Comment ça peut tenir dans la durée. Très bien. J'ai vu que tu continuais à répondre dans le chat. Est-ce que je continue? Oui. Moi, j'ai vu aussi pas mal de questions sur, mais je crois qu'on a apporté la réponse, hein. Comment faire pour, je crois même que tu en as parlé, Paul, c'est hyper important de bien différencier pour faire de la cohésion. Il y a beaucoup de questions sur la cohésion, sur comment est-ce qu'on peut faire une belle dynamique d'équipe. On ne fait une belle dynamique d'équipe, on ne fait une belle cohésion qu'à partir du moment où on s'intéresse aussi à chaque individu qui a besoin d'exister en tant qu'individu propre au sein du collectif. Alors, on en a pas mal parlé sur signature individuelle versus signature collective, mais au-delà de ça, si vous voulez une belle dynamique d'équipe, il faut s'intéresser à la dynamique individuelle. Les deux sont intimement liés, mais tous les grands entraîneurs sportifs qui ont eu de très beaux résultats, ils vont recruter des stars. Ces stars, si vous ne les considérez pas comme des stars uniques au sein du collectif, vous n'y arrivez pas. Le collectif ne surdéterminera pas le besoin que chacun d'entre nous a d'être reconnu pour ce qu'il apporte au collectif. Donc, c'est très important aussi, quitte à être un peu paradoxal, en fait. Et je voudrais dire qu'il n'y a pas que des stars. Chacun est une petite star à sa manière. Il faut savoir reconnaître les qualités spécifiques de chacun. Si on a une star ou deux stars, évidemment, faut les apprécier et les reconnaître pour leur côté vedette. Mais il y a des gens qui ne sont pas des vedettes, mais qui ont une ultra compétence quelque part et souvent dans un endroit assez discret. Ça a besoin d'être reconnu. Enfin, ça a besoin. Cette compétence a besoin d'être reconnue. Les gens ont besoin qu'on reconnaisse leurs compétences. Il faut le faire avec discrétion, puisque ce sont des gens discrets, mais il faut le faire. Et c'est ça qui va permettre de soutenir la cohésion d'ensemble. Il y a, si vous voulez, c'est paradoxal, mais pour qu'on puisse accepter de se fondre dans un groupe, il faut que ce groupe reconnaisse suffisamment mon individualité. Sinon, je refuse de me fondre, parce que je me fondre et je vais disparaître. Je n'ai pas envie de disparaître. J'ai envie de me multiplier au travers d'un groupe. C'est pas pareil. J'ai pas envie de fusionner avec un groupe et n'être plus rien. Je veux pas être un numéro dans une matrice. Je veux être quelqu'un de porté par l'énergie collective et quand le groupe sait se servir de mes compétences spécifiques. Voilà. Donc ça, c'est au manager de savoir repérer ça et de savoir le valoriser et d'utiliser les gens sur leur bon côté. Voilà, puis je terminerai en disant qu'il y a aussi des questions, hein, et ça ne m'étonne pas, sur la quête de sens. Ce n'est pas nouveau, on en parle depuis longtemps, mais là, j'ai l'impression qu'on ne peut quasiment plus y échapper. Ou alors, il faut vraiment être totalement aveugle et pas s'apercevoir que face à ce qui est en train de se passer, les jeunes, forcément, les jeunes et les moins jeunes, mais les jeunes en particulier, se posent plein de questions sur leur avenir. Eh bien, je dirais juste que le modèle des énergies, nous, c'est souvent celui qui nous permet, parce que la quête de sens, en fait, qui est évidemment marqué de l'air, hein, mais en même temps, de quel sens a-t-on besoin? Et ça, c'est une vraie question. Et ce modèle que nous, on utilise, qui est le nôtre, il nous permet de aussi diagnostiquer où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette et peut-être de se dire que finalement, il y a un manque de sens sur l'eau, il y a un manque de sens sur la terre, sur l'organisation. Pour se poser la question du sens, de l'engagement, de la motivation, il faut se poser la question du besoin. Quels sont les besoins des équipiers et quel est le besoin de l'équipe? Et ces besoins peuvent être très différents en fonction des équipes, du contexte et des périodes de la vie. Donc, on se sert aussi de ce modèle-là quand on fait des diagnostics de signature pour regarder où est-ce qu'il faudrait aller renforcer le sens
quand on a besoin de mobiliser, et on sait très bien qu'on ne mobilise pas s'il n'y a pas de sens. Mais le sens, ça peut être aussi, des fois, une histoire de pépette, hein, une mauvaise redistribution des bénéfices qui sont faits, par exemple. Donc, le sens peut se jouer à tous les niveaux, et c'est très important de ne pas se tromper de réponse. Et souvent, moi, je vois des managers qui passent leur temps à essayer de donner du sens, mais du sens comme eux, ils aimeraient qu'on le leur donne, sans toujours se poser la question de c'est quoi le sens dont mes collaborateurs ont besoin. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'il est 45, et donc n'hésitez pas soit à cliquer sur le bouton en haut de la conférence, soit à nous donner votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous passer un petit coup de fil et prolonger amicalement cette conversation de manière plus individualisée. Voilà. Merci de vos remerciements. Passez une bonne journée. Et on sera heureux de vous retrouver le 7 octobre pour le prochain. Il faut juste que je ne ferme pas. Bah, si de toute façon, le chat, on le récupère après ça. J'allais me dire, il ne faut pas que je perde le. Coucou à Xenia, qui est une amie que j'ai perdue de vue depuis longtemps, et on devait s'appeler. Et je vois que tu as pris les devants et que tu t'es inscrite à la conférence. Alors, ce n'était pas très interactif, mais. OK. Et bonne journée à tous. Bon appétit peut-être aussi. Oui. Au revoir. Alors, je ne sais plus comment on ferme la conférence. Toi, tu sais faire? Ouais.